Ok, donc merci beaucoup Maxime pour cette introduction. Donc aujourd'hui, on va parler de la classification of load balancing in the Ethernet, qui est un papier qui a été publié à Infocom 2020 et qui a été réalisé par Rafael Almeida et al. Euh, Donc, alors avant de parler du papier, je vais peut-être faire un petit retour sur ce qu'est un load balancing, un load balancer sur Internet. Et puis, on va parler de ce qu'on sait déjà et ensuite, on parlera du papier et les problématiques à laquelle le papier répond. Donc, un load balancer, qu'est-ce que c'est sur Internet? Donc, en fait, un load balancer, c'est simplement un routeur qui va avoir pour une destination donnée le choix entre plusieurs routes. Euh, Par exemple, là, sur la figure 1A, on voit que le load balancer A, ainsi que le load balancer B d'ailleurs, sont des load balancers puisqu'ils ont le choix finalement entre choisir une ou plusieurs routes en tout cas plusieurs routes vers la destination D depuis la source C. Euh, donc, on peut noter d'ailleurs que cette construction en forme de diamant, ici, par exemple, qui commence à A et qui finit à G, par exemple, s'appelle des diamants. Donc, d'un point de vue sémantique, on va utiliser le terme aussi diamant. Et on peut voir également qu'il y a des diamants qui peuvent être imbriqués dans d'autres. Là, c'est le cas, par exemple, où on a un diamant BDEG qui est imbriqué aussi dans le diamant qui est le plus grand. Là. Donc, c'est pourquoi on a des load balancers sur Internet. C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est pour des questions de redondance, parce que si un routeur sur un chemin tombe en panne, il y a toujours l'autre qui va fonctionner. Et puis aussi pour une question de partage de charge, notamment, euh, ou de trafic classe. Donc, ces load balancers, et donc on sait qu'ils sont, on va en reparler, mais on sait qu'ils sont prépondérants. Et pour la petite histoire, le logiciel Traceroute qui est implémenté dans toutes les distributions de Linux peut se planter à cause des load balancers. Et là, on le voit avec la figure B, car en fait, comme on va en reparler aussi, hein, mais comme Traceroute ne fixe pas le flow ID, le flow identifieur de ces sondes, il ne garde pas toujours le même. Ça fait qu'en fait, il peut prendre des chemins différents sans s'en rendre compte et donc inférer des liens, par exemple, entre C et D qui n'existent pas. Donc, depuis 2005-2006, on sait faire des traceroutes qui gèrent bien le Flow ID pour ne pas inférer de faux liens. Par exemple, c'est le cas pour Paris Traceroute. Mais le traceroute qui est dans les distributions Linux, il est toujours susceptible d'inférer des faux liens. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment un load balancer fait pour décider de quelle route il va prendre, vu qu'il a le choix entre plusieurs routes. Et il y a plusieurs stratégies, en fait, qui sont existantes, que l'on connaît sur Internet, pour que le load balancer fasse ce choix. La plus utilisée ou la plus connue, on va dire, c'est Perflow Load Balancing. Donc, en fait, c'est le fait que le load balancer va tenter que les paquets qui appartiennent à un même flow utilisent la même route. Donc, un flow, ça va être défini généralement par plusieurs champs du header, header du paquet. Par exemple, pour UDP, ça va être l'adresse destination, l'adresse source, le port destination, le port source, et alors par exemple le protocole pour UDP ou TCP. Et puis pour ICMP, je crois que ça fait intervenir le checksum puisqu'il n'y a pas de port. Donc, ce qui est bien parce que c'est bien d'utiliser le Perflow puisque donc, du coup,
tous les paquets d'un même flux vont utiliser la même route, donc tous les paquets de la même, entre guillemets, application, le même application au sens propre, vont emprunter la même route. Et donc, on va avoir moins de problèmes de package reordering, etc. Une autre façon de faire qui est très utilisée aussi, c'est le pair destination load balancing. Au lieu d'utiliser le flow, on va simplement utiliser la destination pour faire ce choix de routing. Donc, un paquet qui a comme destination une IP en point 1 va pas forcément prendre la même route qu'en point 2, etc. C'est à noter que les deux sont quand même analogues, pair flow et pair destination, parce que le pair destination est en quelque sorte inclus dans le pair flow, puisque la destination appartient au flow en tant que tel. Je peux poser une question? Oui, vas-y. Du coup, pair destination, je comprends pas pourquoi tu le classes comme load balancer. C'est juste du routage à l'arrivée. Je vois pas le truc. Bah, oui, mais dans un sens, en fait, il va utiliser le pair destination, mais on peut, comment dire, enfin, c'est pas réellement, enfin, c'est pas tout à fait pareil que du routage parce que au sein d'un préfixe, on va avoir vraiment les deux chemins possibles et c'est selon, on va dire, en fait, la destination va être utile dans le hash qui va être, donc la fonction de hash qui va permettre de faire le choix entre les deux, quoi. Mais c'est pas réellement du routing, exactement du routing parce que C'est pas la même granularité en fait. Le routage, par Voilà, exemple, il se c'est fait ça. au niveau d'un /24, donc 255 adresses ou plus petit par exemple. Mais là, c'est par exemple à l'intérieur d'un préfixe qui est routé, tu peux avoir plusieurs IP et c'est cette granularité-là qui est fait pour le pair destination load balancing. Je dirais aussi que avec le routage, on aura beaucoup moins tendance à avoir des diamants. Je ne dis pas que c'est impossible, mais quand il y a load balancing par destination, on va avoir des diamants, c'est sûr. Je peux juste me permettre une petite explication pour Fabien. En fait, l'exemple le plus simple, c'est donc comme tu le sais, le routage Internet, il est par préfixe, donc typiquement un bloc d'adresse IP contiguë. Et typiquement, dans un load balancer par destination, si tu as deux liens, tu vas dire les IP pairs, elles prennent le lien du haut, et les IP impairs, elles prennent le lien du bas. C'est typiquement comme ça que tu vas faire un load balancing par destination. Oui, mais enfin, voilà, c'est bon. Donc, d'un point de vue Ouais. théorique, c'est vrai que tu peux voir la paire destination comme du routage, mais enfin, voilà, vous avez bien expliqué Ouais. qu'il y avait plusieurs niveaux. Ouais, c'est bon pour moi. Après, il y a une petite imprécision sur le load balancing par flow. C'est qu'en fait, tu as dit que c'était par application, mais en fait, c'est par couple client-serveur. En fait, du coup, tu peux avoir plusieurs clients qui se connectent vers le même serveur, mais qui ne prennent pas le même chemin parce que simplement le port source n'est pas le même ou l'IP source n'est pas la même. oui, C'est vraiment plutôt les couples client-serveur plutôt que qui sont par importants. Et application. donc, du coup, mais c'est Oui, juste parce que ça fait intervenir, ça fait pas Voilà. intervenir, et d'ailleurs on va en reparler, ça fait pas intervenir que le port, mais ça fait aussi intervenir la source de l'adresse IP source Les et sources. l'adresse Ouais, IP destination. Donc tout à fait. effectivement, c'est pas que par application. Voilà, Tout et à fait. donc du coup, pour les gens qui sont peut-être pas trop familiers de ce que c'est qu'un flow, je pense qu'il serait utile que tu rappelles c'est quoi la définition d'un flow, au moins en IPv4, pour qu'ils voient bien à quoi ça correspond. Bah, alors, donc un flow, pour moi, ça va être là, un ensemble de paquets qui vont servir à la même, au même but. Donc, par exemple, à la même application sur le même client vers le même serveur, par exemple. Et donc, généralement, on va utiliser des champs dans le header qui vont nous permettre d'identifier ce même but, cette même application, mais d'un point de vue au sens pur de l'application. Et donc, du coup, par exemple, on va utiliser à la fois le port source et le port destination, mais aussi l'adresse IP source et la destination et le protocole. Et par exemple, pour ICMP, comme il n'y a pas de port, on va utiliser d'autres champs pour par exemple, essayer de lier en fait les paquets entre eux, quoi. Ouais. Et après, tu peux, ça c'est en IPv4, hein, en IPv6, ce sera encore différent. Oui, et d'ailleurs, on va en parler un petit peu juste après. Alors ça, c'était pour les deux premiers, on va dire, stratégies
employée. La dernière, celle qui est la moins employée, c'est le per packet. En fait, c'est tout simple. C'est au lieu d'essayer de trouver une logique en utilisant, en faisant en sorte que les mêmes flux prennent les mêmes chemins, eh bien, on peut tout simplement dire, pour chaque paquet, on prend une décision différente. Et par exemple, faire en sorte qu'il y ait 50% des paquets qui aillent à gauche et 50% des paquets qui aillent à droite. Oui. Vous avez donné souvent des exemples 50%, 50% ou pair impair, etc. Est-ce que c'est connu la stratégie de scheduler? Je veux dire, quand vous faites, quand quelqu'un applique traceroute, est-ce qu'on considère quel est le scheduler ou non? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que c'est uniforme, je pense, le Est-ce load que balancing par ou pas? exemple, il peut y en avoir 3 ou... Par est-ce exemple, que c'est est-ce que c'est connu quel est le scheduler qui est appliqué ou est-ce que c'est une hypothèse qu'on fait ou... Non, c'est Alors, pas connu en général. non, on ne sait pas quelle est la stratégie employée par un load balancer quand on l'emploie. Et on fait aucune Justement, hypothèse. Voilà. Et justement, un des challenges, ça va être de pouvoir classifier et on va en parler juste là, ça va être de pouvoir classifier quel va être le type quel est le type de stratégie employée pour faire du load balancing. Ok, super. En fait, juste pour préciser, Anastasios, l'idée, c'est que dans la littérature, dans les papiers précédents, tu as des papiers qui ont observé qu'il y avait du load balancing et qui ont justement cherché à comprendre quelles étaient les différentes stratégies de load balancing qui étaient mises en place. Et donc, c'est notamment comme ça, à force de mesure, que les gens ont compris qu'il y avait du load balancing par flow, par destination, par paquet, etc. Donc, ça a déterminé 3 classes. Mais par contre, peut-être qu'il y en aurait d'autres. Enfin, je ne pense pas, mais peut-être qu'il y en aurait d'autres dans l'absolu. Et après, la question, c'était pour chacune de ces classes, est-ce qu'on est capable de découvrir toutes les branches sortantes des load balancers? Sous quelles conditions ils envoient plutôt sur telle branche ou telle branche, quelle proportion, et ainsi de suite. Donc ça, c'est toutes les questions qui sont soulevées par la cartographie à la granularité IP. D'accord. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura peut-être un mix de stratégies dans la topologie globale de... Absolument, oui. Et au sein d'une route, d'une source vers une destination, peut-être qu'on va passer plusieurs load balancers qui auront des stratégies différentes. Et donc, du coup, voilà. Et justement, voilà, c'est compliqué. Et justement, Marco marque un point, et ça va être tout l'objet de cette présentation. Est-ce qu'il y en a d'autres et dans quelle proportion ils sont représentés, ces stratégies? Donc, pour revenir à la fin sur le per packet, il est très peu employé parce qu'en fait, ça crée des problèmes de performance, notamment pour TCP, puisque justement, on ne garde pas le même flux avec le même chemin, et donc il y a des problèmes de reordering, etc. Donc, on sait déjà que le per packet est très peu employé, aussi bien en IPv4 qu'en IPv6. Alors, pour vous donner un petit peu quelques papiers qui ont déjà un petit peu étudié ce domaine. Là, j'en ai mis 4, il y en a plus. C'est les 4 que j'ai reparcourus pour faire cette présentation. Et notamment, le dernier que je souligne, qui est un papier qui a été publié à NSDI en 2020, donc contemporain au papier dont on parle aujourd'hui, et qui a été réalisé par Kevin Vermeulen, ici présent, et qui a beaucoup étudié dans son papier justement ces diamants, ces load balancers, à l'échelle dans l'espace IPv4. Donc on voit que c'est un sujet qui est quand même déjà pas mal étudié, et donc on va voir ce que ce papier apporte à la littérature scientifique. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que les load balancers sont prévalents. Donc, quand on fait un traceroute ou quand on parcourt une route d'une source vers une destination, on sait déjà qu'on a plus d'une chance sur 2 de parcourir un load balancer. Donc ça, c'est le papier de Kevin qui l'a montré. Et on sait également que ce soit en IPv6 ou en IPv4, les load balancers sont surtout par flow. Et en fait, je rassemble les deux, par flow ou par destination,
je les rassemble les deux parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont quand même, c'est pas les mêmes stratégies, mais ils sont analogues parce que le pair destination est en quelque sorte un subset du pair flow, quoi. Et on sait aussi, comme je vous disais, que le pair packet est très peu employé, que ce soit en IPv4 ou en IPv6, notamment parce que les ingénieurs savent que ça pose des problèmes de performance. Enfin, on sait qu'il y a ces load balancers, ils sont loin d'être potentiellement simples. C'est-à-dire que Kevin a remarqué qu'il y avait notamment des diamants qui pouvaient être extrêmement complexes, c'est-à-dire avec plus de 1000 liens dans ce diamant, donc dans cette structure en diamant. Et parfois, la largeur, on va dire, du diamant, c'est-à-dire le nombre maximum de routeurs qui sont au même hop, peut être de plusieurs dizaines ou de plusieurs centaines. Donc, c'est loin d'être anecdotique comme question quand on parle de topologie sur Internet, parce que c'est prévalent et c'est des structures qui peuvent être très complexes et très imbriquées. Donc, maintenant, on va retourner un petit peu sur la problématique du papier. Quelles sont les questions, quelles sont les problématiques que le papier tente de répondre? Donc, en fait, la question principale, c'est un petit peu faire, entre guillemets, l'état de l'art sur quelles sont l'utilisation de ces stratégies de load balancing sur Internet, que ce soit en IPv4 ou en IPv6, et quel que soit le protocole TCP, UDP, ICMP. Donc, en fait, ils veulent un petit peu établir des fondations solides pour ensuite pouvoir que d'autres chercheurs puissent créer des outils de topologie ou partent de ces travaux pour améliorer ou créer de nouveaux outils. Donc, c'est très intéressant pour notre équipe notamment. Et également, une autre question, c'est, comme d'ailleurs le soulignait Marco tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres stratégies que l'on ne connaît pas et qui sont en train d'émerger peut-être, ou peut-être qui sont déjà là et qu'on les classifie pas, on les connaît pas. Et donc peut-être qu'on les classifie peut-être mal, peut-être qu'on dit que c'est du pair packet par exemple, alors que ce n'en est pas. Donc ça, c'est les questions que le papier tente de répondre. Alors, on va dire la contribution principale du papier, c'est un nouvel algorithme qu'ils appellent MCA pour Multipath Classification Algorithm, qui est un algorithme qui dérive, qui est, on va dire, qui part en fait comme point de départ d'un autre algorithme qui existe depuis, à mon avis, une quinzaine d'années, qui est très, très important dans notre communauté scientifique, qui s'appelle MDA, Multipath Detection Algorithm. Et quel est le but de MDA, donc l'algorithme, on va dire, qui existait jusqu'à présent? Son but, c'est de découvrir les load balancers en faisant varier le flux. Donc le but, c'est d'avoir des garanties statistiques qu'on a bien découvert les différents successeurs d'un load balancer et qu'on n'en manque pas. Et pour cela, MDA fait varier le flux et par exemple promet entre guillemets qu'à 95% de chance, on a bien trouvé le bon nombre de successeurs à notre load balancer. Mathieu, j'ai une petite question. Oui. Étant donné que c'était déjà ce que faisait MDA, comme tu l'indiques fort justement dans ton slide, j'imagine que MCA le fait de manière plus efficace ou différemment? Alors, tout à fait, c'est le troisième point d'ailleurs de cette slide. Le papier, ce papier MCA dit qu'en fait, comme il rajoute la capacité de classifier les load balancers, ce que MDA ne fait pas. MDA fait juste varier le flow et MCA veut classifier ces stratégies. Ils envoient plus de sondes. Et donc, du coup, pour un peu mitiger le fait d'envoyer plus de sondes,
ils ont essayé de trouver des optimisations aussi bien sur la partie détection, donc la partie analogue à MDA, que sur la partie classification. Néanmoins, on pourra en reparler. Il y a des optimisations qui, enfin, on en reparlera. Il y a des optimisations qui sont peut-être déjà là ou qui ont déjà été faites dans d'autres outils. J'ai aussi une autre question, c'est du coup les stratégies, tu as un présupposé sur les types de stratégies que tu peux avoir ou le truc est censé être adaptatif, tu sais pas? Alors, justement pour MDA, comme on ne classifie pas les stratégies, en fait, Oui, on fait varier juste. Pour MCA. MDA, je connais bien, c'était pour MCA. Voilà. Alors, pour MCA, justement, tu marques justement la différence principale, c'est que MCA, on va lui donner en entrée les différents champs dont on veut faire varier. Donc, ça ne va pas être que, entre guillemets, le flux tel qu'on connaît la définition, mais on va donner un nombre de champs qu'on définit. Donc, ça peut être d'autres champs qu'on n'a jamais utilisés pour tenter de faire trouver des nouveaux load balancers. Et en fait, ces champs-là qui sont potentiellement discontinus dans le header IP ou dans les next headers, vont former en fait un tableau de bits. Et c'est ce tableau en fait que l'on va utiliser et qu'on va faire varier pour faire varier en fait cette espèce de flux custom pour essayer de découvrir des load balancers. D'accord, mais je reste sur mon truc. Donc, du coup, tu vas pas différencier si sur un champ donné, tu utilises tout bêtement le dernier bit, si tu passes par une fonction de hash, voilà, tu vas pas essayer de faire cette différence-là. Est-ce que c'est port pair, port impair ou via une fonction de hash? Ça, tu le verras pas. Tu verras juste quels sont les champs que tu vas utiliser pour telle Alors justement, en fait, donc MCA donc en fait MCA il est en deux parties. Il a la partie découverte qui va juste faire varier en fait ce tableau de bits. Et donc du coup il va découvrir des load balancers, mais il pourra pas encore les classifier. Et puis la deuxième partie, donc la slide d'après, ça va être la partie classification où ça va être, il va en fait envoyer des sondes supplémentaires dans le but de les classifier et donc de savoir exactement quels sont les bits ou on va dire les groupes de bits qui correspondent au champ du header qui vont réellement faire varier ce load balancer. Parce que peut-être effectivement que dans le champ de bits, donc dans les champs du header qu'on a donné en entrée à MCA, il y a des champs qui font absolument pas varier les chemins. Peut-être qu'on en a donné un, par exemple, je sais pas. Il peut y avoir un champ qui ne fait pas du tout varier le chemin. Mais moi, ma question, c'est plutôt dans l'autre sens. Imagine par exemple que tu as un champ qui soit identifié, on va dire, le port. Et tu peux faire ton load balancing juste sur la parité du port brut ou sur la parité du hash du port ou sur la parité d'une deuxième fonction de hash du port. Tu vois, tu as plusieurs manières de faire dépendre un truc d'un champ. Bah alors là, mais justement, le hash, c'est mal défini, Fabien. C'est-à-dire que tu as plein de manières de définir un hash. Donc dire Oui, je prends la j'ai dit parité. H1, H2, voilà, c'est pas de hash. Ouais, mais tu H1, en as une infinité. Tu en as une infinité de hash, c'est ça le problème. Donc là, ils vont avoir peut-être une approche différente. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, comme ils ont ce tableau de bits qui peuvent faire varier, ils vont le faire varier en essayant tout simplement d'avoir. Donc ce tableau de bits, ça va correspondre à un flow. Et du coup, il y a un nombre fini de flows qu'on peut utiliser. Et ils vont utiliser, à chaque fois qu'ils doivent utiliser un flow, ils vont essayer de faire en sorte qu'il soit le plus différent possible des flows qu'ils ont utilisés jusqu'à présent. Et ça, ils vont le faire jusqu'à avoir une certaine confiance, exactement comme MDA, qu'on a bien découvert le bon nombre, le bon nombre de load balancers ou de successeurs de load balancers. Et à partir de là, une fois qu'ils l'auront fait et qu'ils auront cette confiance-là, ils vont essayer ils vont passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la partie classification, où ils vont faire varier les flows un tout petit peu pour essayer de voir exactement quels sont les bits qui ont fait varier le chemin. J'ai une question, Mathieu. Est-ce que MDA peut être vu comme un cas particulier de MCA dans lequel tu aurais précisé, bon bah voilà, quand j'ai un flow TCP, IPv4 TCP, voici les champs, et ensuite le comportement sera strictement le même, ou est-ce qu'il y a
autre chose dans MCA qui est fait par rapport à MDA? Alors, je dirais que MDA, alors d'après, à mon avis, MDA serait un cas, effectivement, un cas particulier de cette étape de MCA Discovery, puisqu'il n'y a pas la partie classification après. Mais oui, à mon sens, on va dire, ça va être ça. En fait, ils sont partis de l'algorithme MDA qu'ils ont en fait un peu étendu pour la partie Discovery en donnant des champs arbitraires. Et puis, ils ont rajouté cette étape de classification après. D'accord. Donc voilà, donc cette étape de discovery, je ne sais pas si j'ai été clair. En fait, ils vont utiliser ce champ, ce tableau de bits en faisant varier suffisamment pour avoir une confiance sur le nombre de load balancers qu'ils ont trouvé, exactement à la manière de MDA, mais avec des champs arbitraires. Et ensuite, il va y avoir cette partie classification où ils présentent un algorithme dans le papier qui va être en fait tout simplement, donc ils savent que tel flow, donc on va dire telle configuration du tableau de bits a permis de découvrir telle adresse IP, donc à prendre un chemin particulier, mais ils ne savent pas potentiellement qu'est-ce qui fait varier en fait exactement qu'est-ce qui a fait, quels sont les bits qui ont fait en sorte d'arriver à cette adresse IP. Et est-ce que dans le lot, il y a peut-être des bits qui n'ont servi à rien. Et donc pour cela, assez simplement, ils vont envoyer pour chaque bit de ce flow, ils vont en fait faire varier ce bit avec la valeur orthogonale, donc 0 ou 1. Et donc, ils vont envoyer deux fois le même flow avec juste un bit qui change. Et ils vont voir si ces deux sondes retournent exactement la même IP, ou est-ce que ça retourne des IP différentes, auquel cas, ça voudrait dire que les deux sondes auraient pris des chemins différents, et donc que ce bit en particulier est utile pour la décision en fait de routage. Et évidemment, comme c'est possible que ce bit soit utile dans la décision de routage, mais que le fait de le changer, on soit tombé en fait sur la même route, eh ben, ils vont réitérer ce procédé plusieurs fois jusqu'à tomber sur un certain intervalle de confiance qui est on va dire un hyperparamètre de l'algorithme et pouvoir s'arrêter. Donc ça, c'était pour la partie classification. Alors maintenant, on va parler un petit peu des résultats. Maintenant qu'on a un algorithme qui permet de détecter et de classifier des load balancers, quels sont les résultats qu'ils ont trouvés? Et alors, le premier résultat que je voudrais souligner, c'est le fait que les load balancers, que ce soit en IPv4 et en IPv6, sont toujours, en tout cas, on conforte l'idée que les load balancers sont prévalents sur Internet et qu'ils le sont même, et ils trouvent en fait des résultats même encore un petit peu supérieurs qui montrent qu'en fait, vraiment, ils sont très, très prévalents et même un tout petit peu plus que ce qu'on pensait déjà. Par exemple, là, en IPv4, quand on prend une route en IPv4, on a même plutôt 75% de chance de passer par un load balancer. Et un petit peu moins en IPv6, et il explique par le fait que ça fait longtemps que l'espace IPv4 est utilisé et sujet à de l'engineering, et il y a beaucoup de trafic qui passe dans cet espace, et donc c'est pour ça qu'il est plus complexe. Et il montre aussi que certaines routes, en empruntant certaines routes, on peut traverser même plus de 10, comme on voit sur le schéma, load balancer, ce qui montre la complexité finalement de cette topologie. Le deuxième résultat, et à mon avis le plus important, c'est ce tableau. En tout cas, c'est le plus important, moi, pour mes propres recherches.
parce que c'est un tableau qui va faire finalement un état de l'art clair et plutôt complet des différentes stratégies employées selon la version de l'IP, IPv4, IPv6, et selon à chaque fois le protocole. Et donc, on va voir qu'ils ont testé finalement ils ont testé différentes possibilités en entrée de leur algorithme. Et ils ont, on va dire, une granularité plus fine que ce que l'on avait jusqu'à maintenant. Et on a on va dire qu'on a des répartitions assez fines pour chaque stratégie, en utilisant en plus la même procédure. Donc, on va dire, on a des chiffres qui vont être plutôt comparables. Et donc, sans surprise, on voit que la stratégie per flow / per destination, dans tous les cas, elle est prédominante. Que ce soit en IPv4 et en IPv6, comme on le savait déjà, mais donc du coup, ça conforte les résultats, et selon le protocole. Donc par exemple, pour ICMP, on va voir que effectivement, c'est plutôt la paire destination, là, pour le coup, qui va être principalement utilisée, parce que comme je vous disais, le pairflow, ça utilise des champs qui sont, enfin, en fait, il n'y a pas de notion de port, donc ça utilise des champs qui sont peut-être un peu moins, on va dire, moins utilisés. Et par contre, pour UDP et TCP, là, c'est plutôt le Perflow qui va être utilisé puisqu'on a des ports à disposition. On voit également que le Per Packet Load Balancing est très peu utilisé, même encore moins que ce qu'on pensait. Donc peut-être qu'il y en a de moins en moins parce que justement les ingénieurs qui dans les AS savent très bien que ça pose des problèmes et donc du coup peut-être remplacent au fur et à mesure ces stratégies. Et on voit aussi ils ont testé une combinaison qu'on n'avait pas trop étudiée jusqu'à maintenant, qui est le pair app. Et en fait, ça, ils le définissent comme une stratégie où on fait juste varier le port et non pas la destination, par exemple, ou la source. On fait juste varier le port et c'est ça qui trigger le load balancing. Et donc ça, c'est intéressant, même si c'est très, on va dire, c'est très ténu encore comme utilisation. C'est quand même intéressant parce qu'on a cette granularité supplémentaire où c'est juste l'application finalement, et ça fait référence à ce que disait Marco au début de la présentation. Il n'y a que l'application là pour le coup qui va trigger le load balancing. Et ça, il explique que peut-être il y a des nouvelles utilisations d'Internet, notamment avec le SDN, le Software Defined Network, qui fait que peut-être ces nouvelles stratégies comme le pair app sont en train d'émerger et que peut-être, dans 10 ans par exemple, ce sera beaucoup plus utilisé ou pas. Donc, il faut voir. En tout cas, c'est intéressant de le souligner. Au niveau d'IPv6, peut-être que vous êtes familier avec le champ Flow Label, qui est donc un champ propre à IPv6 qui n'existe pas dans IPv4, qui, à l'origine, si j'ai bien compris, à l'origine devait être utilisé pour justement marquer le flux on va dire d'un set de paquets IPv6 qui fait partie d'un même flux en fait. Et donc c'était ce champ-là qui était un identifieur. Et donc c'est plus simple d'utiliser cet identifieur que faire un hash sur différents champs qui sont potentiellement discontinus. Néanmoins, on voit que ce champ-là, il n'est pas vraiment utilisé pour cette utilisation et qu'en IPv6, on continue finalement à utiliser du classique Perflow, peut-être parce que c'est juste plus simple et plus facile au niveau de la configuration pour les ingénieurs. Et donc, en fait, apparemment, il y a d'autres utilisations du Flow Label qui vont être utilisées à la place qui vont être utilisées à la place. Et notamment, si j'ai bien lu, enfin j'ai lu sur Wikipédia, je suis pas du tout un expert pour le coup, le Flow Label va plutôt être utilisé par exemple pour reconnaître les paquets spoofés. Mais alors, je peux pas vous donner beaucoup plus de choses, d'informations là-dessus. Donc non, en tout cas, on peut voir que le Flow Label, il varie pas énormément. Il fait pas varier énormément les load balancers. Et puis, il reste encore comme ils n'ont pas testé toutes les possibilités, naturellement, il reste encore des autres, des load balancers qui restent à identifier, mais qui sont quand même relativement, c'est quand même relativement une faible part du spectre. Mathieu, j'ai 2 questions. Oui. Ouais. Première question, est-ce qu'on a une idée des ports qui sont concernés par le pair app load balancing? Non, il ne le précise pas. Parce que c'est dommage, ça permettrait sans doute de comprendre un petit peu pourquoi cette stratégie est mise en œuvre. Personnellement, je pense que ça pourrait avoir du sens pour du pair à pair,
et d'autres applications pour lesquelles l'ordre des paquets n'est peut-être pas très important, mais qui voilà, font véhiculer beaucoup de trafic. Donc, moi, je suspecte que c'est ça. Ce sera intéressant un petit peu de regarder. Et ma deuxième question, c'est ici, tu donnes des nombres, mais les nombres ne veulent pas dire grand-chose à partir du moment où tu ne précises pas comment ils ont été obtenus. Donc, est-ce que tu as quelques informations à donner sur où étaient les sondes qui ont fait les mesures, les destinations qui ont été choisies? Parce que typiquement, tu comprends bien que si tes points de mesure sont tous, par exemple, j'en sais rien, dans un réseau universitaire et à la sortie de ce réseau universitaire, tu as un load balancer, bah, bim, 100% de tes routes ont un load balancing. Bien sûr. Alors que si ce n'est pas le cas, bah, peut-être que tu en auras beaucoup moins. Je comprends, ouais. Alors déjà, je précise, donc, premièrement, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Premièrement, ils ont utilisé des datasets différents sur des périodes de temps assez longues, et on va revenir d'ailleurs là-dessus. Et ils précisent bien qu'ils ne comptent pas les load balancers de l'AS de la source, justement pour éviter ce problème. Alors, il faudrait que je vérifie pour le coup vraiment sur le papier, mais il me semble que la majorité des mesures qui sont faites à partir d'un seul vantage point. Et ils ont utilisé plusieurs vantage points, mais plutôt pour essayer de faire varier la source IP et non pas forcément pour. Enfin, voilà, en tout cas, je ne fais pas d'autres hypothèses dessus, mais ils disent dans le papier que ils ont utilisé différents vantage points, mais dans le cas où ils voulaient faire varier la source spécifiquement. Ouais, donc, sans vouloir critiquer leur travail, et je respecte tout le travail qui a été fait, c'est quand même très probablement assez biaisé, quoi. Alors oui, alors d'ailleurs, on va pouvoir. J'aurai une slide, on va dire limitation, on va pouvoir parler de tout ça, et puis on pourra parler aussi après, mais oui, alors il y a probablement des biais, et je sais que par exemple Kevin a remarqué d'autres biais, et je laisserai peut-être parler un petit peu de ça. Donc avant ça, j'aimerais quand même donner un peu les takeaways de ce papier. Alors, ce qui est intéressant, donc en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans le papier, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est un papier qui montre que en fait, ça va bien, dans le sens où les techniques qu'on utilise un peu tous dans la communauté, enfin tous ceux qui en tout cas prennent en compte le load balancing, eh bien, les techniques utilisées à base de MDA, etc., finalement, ils capturent quand même plutôt bien les load balancers parce qu'ils confortent l'idée que la plupart des stratégies de load balancing sont par flow ou par destination. Donc, finalement, c'est un résultat quand même intéressant parce que ça fait l'état de l'art et ça, on va dire, ça montre que c'est que les choses vont bien, on va dire, que les choses n'ont pas tellement changé que nos outils sont obsolètes. Et puis, voilà. Donc, c'est à mon avis, en tout cas, de mon point de vue, c'est le principal takeaway. D'un point de vue de la technique en elle-même, MCA, même si elle est intéressante, le principal problème que je vois, c'est c'est limité en termes de scalabilité. Par exemple, donc en fait, ils ont utilisé un dataset qui s'appelle ARC, qui est, on va dire, à l'heure actuelle, un des datasets qui est le plus complet en termes de topologie d'Internet. Mais pour pouvoir, on va dire, appliquer MCA à ce dataset, ils ont pris plusieurs mois. Donc, donc ça dépend ce qu'on veut faire, bien sûr, mais on voit que c'est assez difficilement scalable si on veut faire plusieurs snapshots pour voir, on va dire, par exemple, toutes les semaines, si les choses ont un petit peu changé, ça ne va pas être possible avec cette technique. L'autre limitation qui est en fait, c'est une limitation, mais c'est aussi l'avantage que j'ai signé, c'est que c'est peut-être entre guillemets une absence avec des gros guillemets, hein, une absence de nouveauté dans le sens où les résultats, à mon sens, ne montrent pas des choses qui sont extrêmement, on va dire, surprenants. Et on va dire, c'est plutôt,
je le vois plus comme un papier qui va permettre de comprendre là où on en est aujourd'hui et qui va prouver, bien sûr, peut-être avec des biais, etc., mais qui va tenter en tout cas de prouver des choses que l'on savait, mais peut-être pas aussi précisément. Et donc, une dernière slide. Moi, qu'est-ce que ça m'inspire en termes de mes propres recherches? Donc, comme je vous disais, hein, nous, on est une équipe qui font de la topologie d'Internet et qui produisons des outils et des systèmes et des algorithmes qui permettent de découvrir la topologie de façon la plus complète possible et le plus rapidement possible, ce qui est, comme on l'a vu, relativement complexe puisque Internet est complexe et bizarre. Mais du coup, là, ce qui est très intéressant quand même pour moi et pour nous dans l'équipe, c'est que ça confirme quand même que les outils qu'on utilise à l'heure d'aujourd'hui et qu'on continue à développer, à améliorer, ne sont pas totalement largués, totalement obsolètes, parce que tout d'un coup, il y a eu une technologie de stratégie de load balancing qu'on n'a pas vu venir et qui change totalement le sujet. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important du papier. Mais par contre, avec ces histoires de pair app et d'autres, voilà, on va dire, cette façon plus fine de décrire les load balancers, ça met quand même, en tout cas dans ma tête, un petit rappel qui fait que il ne faut pas non plus s'asseoir sur ses convictions que ces stratégies ne vont jamais changer. Internet change tout le temps et peut-être que des nouvelles stratégies sont en train d'émerger, notamment avec ces histoires de SDN, etc. Donc ça, c'était très hypothétique, mais ça permet quand même, en tout cas pour moi, de me rappeler que ces choses-là peuvent changer, peuvent être modifiées. Donc voilà. Merci pour votre attention. Et puis, alors, je ne sais pas du tout combien de temps il nous reste. Bon, 10 minutes et on peut du coup discuter un petit peu de tout ça. Alors, une question maintenant. Oh, pardon. Excuse-moi, vas-y Timur, fais l'intro. Non, vas-y Marco. Oui, j'avais juste une petite remarque par rapport au biais de mesure. Un truc qui me choque quand même pas mal, c'est s'ils ont utilisé un dataset ARC sur plusieurs mois, le routage Internet change, on va dire, suffisamment rapidement pour que je suspecte l'apparition de faux diamants, en fait, des diamants là où il n'y en a jamais eu, en fait. Simplement, le routage a changé entre le jour 1 et le jour, disons, 3, par exemple. Et eux, ils vont se dire, ah, bah, tiens, c'est bizarre, le jour 1, on a observé ce chemin, le jour 3, on a observé ce chemin, entre telle source et telle destination. Bim, il y a un load balancer. Et donc, j'aimerais bien savoir un petit peu s'ils ont pris soin un petit peu de ne pas se emmêler les pinceaux là-dessus. Alors justement, à la base, j'ai eu exactement on va dire la même interrogation que toi, et j'avais mis une phrase d'ailleurs dans la présentation en mode, voilà, quid des routing change. Est-ce que vu que ça prend plusieurs mois, est-ce que du coup les routing change jouent un rôle là-dedans? Je l'ai retiré la phrase parce que j'ai postulé que on va dire les traces routes qu'ils font, les sortes de traces routes qu'ils font, sont séquentielles et donc sont faits dans un petit ordre de temps, et que la mesure, elle, même si elle prend plusieurs mois, on va dire, la mesure d'un traceroute en particulier, elle va pas prendre beaucoup de temps et donc du coup va pas forcément être beaucoup trop sujet au routing change. Je pense qu'ils ont pas précisé dans le papier. Un radar, c'est ça, tu penses? Alors, pour répondre à la première question de Marco, c'est pas précisé dans le papier, sauf si je me trompe. Et excuse-moi, j'ai pas entendu ta question, Fabien. Oui, j'allais dire, donc tu penses qu'ils ont fait un algo radar? Oui, en quelque sorte. Je pense ils ont fait. Je pense qu'ils ont un set de traces routes à faire et ils les font séquentiellement, quoi. Oui, l'algo radar, c'est ça. C'est en fait, tu fais une direction après l'autre. Après, tu peux reboucler, mais si tu reboucles et que le résultat a changé, tu ne considères pas que tu les sépares. Contrairement à Diamond Miner, et d'ailleurs, nous, on réfléchit aussi à un peu changer ça, où on randomise pour éviter les rate limiting et éviter d'être trop dur envers Internet. On randomise les probes pour pas forcément toucher les mêmes
les mêmes AS, les mêmes routes, etc. Dans une même période de temps. Mais donc, du coup, il y a aussi ce côté automatique. Voilà. Mais Après, bon, de toute façon, des changements de routage, tu en auras toujours un petit peu. Donc, faut accepter que tu as une petite erreur si tu fais ça dans un temps raisonnablement court. Mais à partir du moment où tu dis j'ai un dataset qui s'étend sur 3 mois, je trouve qu'il est poli dans le papier de dire justement que tu as pris le soin que pour une source destination donnée, c'était dans un laps de temps assez court. Parce que sinon, niveau méthodologie, c'est un peu bancal, quoi. Ouais, D'après ce que je lis là, dans la section 6, dataset, ce que je comprends, c'est qu'ils ont. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont utilisé. En fait, quand on dit arc, ils ont utilisé les nœuds de arc. Hein. Oui, ils ont utilisé les. Ah, les sources. C'est pas ITDK, c'est pas le dataset arc. Ils ont utilisé des nœuds de arc pour faire leurs mesures. C'est juste ça. Ça veut dire qu'ils ont fait des mesures séquentielles. Donc, on peut imaginer que les mesures d'une source destination, elles soient faites en quelques minutes au pire, quoi. Ah. Ouais, mais même si c'est les nœuds, enfin, comme tu le dis justement, il y a la question de l'orchestration des mesures. Et honnêtement, ça aurait été poli dans le papier qu'ils se disent comment ils ont fait au niveau de chaque nœud arc leur stratégie de mesure. Parce que si ils reprobent la même destination à 2 mois d'intervalle, enfin bon, voilà quoi. Non, je pense que c'est vraiment séquentiel. Donc, ça me paraît. On peut l'espérer. On peut l'espérer. Oui, et donc du coup, my bad, ils utilisent les nœuds de arc et ils ont comme dataset une liste de 20 000 IPv4 et 16 000 IPv6. Alors là, il y a un autre biais, c'est que nous, par exemple, en topologie, avec nos outils, on mesure en un jour, on mesure 1,5 million de nœuds et 5 millions de liens. Eux, ils ont fait... oui. Pardon, excuse-moi, Thibaut. Oui, à ce propos, Mathieu, tu dis que c'est difficilement faisable à l'échelle d'Internet, mais ils indiquent que c'est seulement 36% de plus de probes par rapport au MDA. Alors, où se trouve la difficulté à porter cela ils sont stateful. Ils ne peuvent pas envoyer 100 000 paquets par seconde. Ils doivent attendre des réponses pour pouvoir en envoyer d'autres. Et on ne peut pas faire une stratégie en round comme a fait Kevin pour Diamond Miner? Alors, le problème, peut-être pour la partie découverte, mais pour la partie classification, je ne sais pas. Alors peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas fait dans le papier. Ça serait intéressant à creuser, je pense, de voir si on pourrait faire comme Kevin l'a déjà fait pour MDA. Peut-être. Est-ce que dans le papier, il parle aussi de comment il traite les pertes? Alors, je ne crois pas. Justement, par exemple, nous, par exemple, dans la partie classification, la partie classification, vous savez, ils envoient une probe juste en changeant un bit du tableau de bits et ils retournent la reply IP. Enfin, ils regardent la reply IP si elle a changé ou pas. Moi, ce que je me suis demandé en lisant le papier, c'est du coup, souvent, quand même, on a des pertes. Et donc, du coup, on va en avoir 1 sur 2 qu'on a et l'autre, on n'a pas, etc. Comment ils résolvent ce problème? Je suppose que du coup, comme ils font pour avoir un intervalle de confiance, ils font plusieurs fois l'opération, ils peuvent lisser et donc finalement un petit peu mitiger ces pertes. Mais c'est vrai que je n'ai pas lu forcément un paragraphe sur comment gérer. Par exemple, pour MDA, c'est intéressant aussi. Pour la partie discovery, comment ils gèrent le fait qu'il y a des fois, il y a des routeurs qui ne répondent pas au un time exceeded. Et donc, du coup, on a des fois où on a un nœud et avant, on a avant, au TTL d'avant, on n'a rien et au TTL d'après, on n'a rien. Et ça, par exemple, ils disent pas comment leur algorithme va réagir. Et il parle un petit peu des étoiles ou pas? Justement, non, je n'ai pas vu en tout cas. Ah ouais. Parce qu'ils ont quand même un peu éludé certains problèmes qui sont au cœur des mesures trace-route.
D'ailleurs, enfin, un autre biais là, enfin, pour moi, honnêtement, j'aime bien l'idée de l'outil, mais le setup expérimental me paraît quand même fait un peu à l'arrache. Le fait qu'il n'y ait que 20 000 IP destinations, comme tu le soulignais, c'est pas tant que ça. Donc, en fait, les fameux biais de positionnement de load balancing, là, tu les as même presque à la limite au niveau des réseaux destinations. Tu vois, s'ils prennent, je sais pas, que des IP qui sont, je prends à Là, l'extrême dans le même réseau, bon, bah, tu vas avoir le même genre de biais à la destination. je ne sais pas si vous voyez mon écran là et que vous voyez le papier sur l'écran, mais ils ont pris les IP, et ils ont pris des top lists de sites web. Oui, bah et voilà. je me demande si ça C'est à ne peu crée près pas un clair biais que aussi. là, tu vas avoir une masse de load balancing à la fin dans ton réseau d'arrivée, quoi, avec forte Ah ouais. probabilité. Donc Parce bon, que c'est des top dire lists en après, il y plus, a donc Twitter, 75%. ouais. Ça va arriver vers des clouds en fait, je pense. Bah voilà, c'est ça. Il Donc va avoir dire des load balancers de fou en fait. 75% des routes passent par des load balancers, forcément, si tu prends que ce genre de destination, bah ouais, il y en a plein, quoi. Alors, Enfin, il n'y a pas que Peut-être. ça, hein. Enfin, il n'y a pas que ça, hein. Là, si on lit la suite, ils disent ils ont aussi pris des IP représentatifs de ASI. Ah, Donc, ça, c'est excuse-moi. Ouais. d'accord, le. d'accord. Voilà. Ok, bon, ça au moins, ça. Bon, ok. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai à dire. Peut-être que je peux redonner la main à Maxime. Ok, bah merci Mathieu et puis merci à tous pour votre présence. Donc je sais pas s'il y a plus de questions du coup. Une petite question, je ne sais pas si c'était déjà mentionné et je suis pas sûr, mais en fait, est-ce qu'il y a des comparaisons par rapport au nombre de probes nécessaires? Quelle est la différence entre les probes nécessaires pour faire la détection, les probes pour faire la classification et aussi, j'imagine que pour classifier différemment entre packet ou destination ou flow, j'imagine que pour chaque router, il y a besoin d'un nombre différent de probes. Est-ce qu'il y a cette discussion dans le papier? Alors, en fait, oui, il y a une discussion parce que il y a une grande partie qui parle d'optimisation. Donc, en fait, ils vont essayer de réduire le plus possible le nombre de probes envoyées dans le but justement de réduire leur empreinte et être plus comparable au nombre de paquets que MDA utilise. Néanmoins, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment on va dire un détail des nombres de sondes envoyées pour chaque partie de l'algorithme et voir quelle partie va utiliser plus de sondes, etc. Mais par exemple, ça serait intéressant d'avoir deux expériments. Et dans le premier expériment, par exemple, trouver plus de routes qui sont per flow. Dans le deuxième, plus de routers qui sont per packet et comparer en fait le nombre de probes pour découvrir l'un ou l'autre pour voir en fait quelle est la Tout à fait. différence relative des efforts pour faire cette découverte. Tout à fait, ouais.